David Amiel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Un remaniement ministériel est attendu pour ce matin. Il faut remplacer des partants. Quel sens doit-il prendre selon vous ce remaniement ? Mais je crois d'abord qu'il doit présenter un gouvernement solide. On traverse depuis 15 jours et on continuera à le faire dans les prochains mois une situation politique inédite, dans une situation économique internationale elle-même inédite et pleine de dangers et d'urgences. Et donc il faut un gouvernement solide. Solide, ça et veut je dire crois quoi ? que c'est ça qu'il faut construire. Il faut des gens d'expérience ? Oui, il faut des gens d'expérience, il faut des gens qui viennent d'horizons divers, d'horizons politiques. C'était déjà le sens des premiers gouvernements constitués sous Emmanuel Macron, des gens qui ont des parcours professionnels différents et des gens qui ont effectivement cette expérience politique, cette expérience parlementaire, une expérience aussi d'élus locaux. Je crois que c'est ça qu'il faut réussir à bâtir. C'est pas le moment de prendre dans la société civile, quoi. Mais il y a déjà dans le gouvernement de nombreuses personnes qui viennent de la société civile et qui, j'imagine, sont appelées à être, pour une grande partie d'entre elles, reconduites. Mais je crois qu'effectivement, il faut aussi faire appel à des personnes qui ont cette bouteille politique pour pouvoir traverser cette période difficile. La priorité, c'est aussi essayer un élargissement politique vers d'autres familles, écologistes, droites, pour montrer que le gouvernement s'ouvre à cette situation de majorité relative. Mais je reviendrai sur ce que je disais juste avant. Je crois que c'est d'abord important la solidité. Technique, Et je ne crois pas. Vous connaissez les dossiers. Technique et politique, Et politique. pour pouvoir faire face aux négociations qu'il faudra mener au Parlement, aux compromis qu'il faudra trouver avec des parlementaires d'horizons différents. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est de ne pas céder à la tentation du coup de com', c'est-à-dire ces annonces qui peuvent pendant 1, 2, 3 journées embraser la sphère médiatique, mais qui ensuite peuvent se retourner contre le président, le Premier ministre, le gouvernement. Et je crois que c'est pour cela que la solidité est importante, parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement cette semaine, c'est les prochains mois et les prochaines années. Par exemple, Pape Ndiaye, la dernière fois, quoi. Ça a donné l'impression un peu d'un coup de com'. Mais je crois que c'est tout l'inverse. Pape Ndiaye est quelqu'un qui a une expérience d'universitaire, reconnue, qui a une personnalité aussi apaisante. On sait qu'on en a besoin dans l'éducation nationale pour pouvoir rassembler à la fois les parents d'élèves et les enseignants autour d'un projet commun. Ça a été justement critiqué. Vous disiez que c'était un coup de communication. Ça a donné un os à ronger aux oppositions pendant plusieurs jours, mais je crois que pour autant, c'était un choix intéressant. Il se dit que beaucoup de personnes sollicitées refusent parce que peut-être qu'il y aura une dissolution dans quelques mois. Être ministre, c'est voir son patrimoine étalé sur la place publique, c'est risquer les rumeurs et les accusations. C'est un calvaire aujourd'hui d'être au gouvernement. Je crois que c'est vrai que beaucoup de personnes refusent, et elles refusent au-delà même des circonstances, parce que la vie politique n'attire plus. C'est trop violent. Beaucoup de personnes, et probablement. C'est probablement trop violent pour des personnes qui viennent, comme vous dites, de la société civile, qui viennent du monde de l'entreprise, du monde intellectuel, du monde universitaire, et qui ne sont plus prêtes à affronter ce qui va avec la vie politique actuelle. Suivra le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, sans doute mercredi. Est-ce que vous conseillez à la Première ministre d'aller au vote de confiance ? Au risque de vous décevoir, je crois que ce n'est pas la question la plus importante qui va se poser mercredi. Parce que je crois que la question la plus importante, c'est celle du contenu du discours de la Première ministre. Et je crois que ce que les Français attendent, ce que nous attendons tous, c'est la vision, les priorités pour les prochains mois et les prochaines années, à la fois sur le fond, en termes de réformes, de grandes priorités de politique publique, et puis en termes de méthode, sur la façon de gouverner dans cette situation politique inédite. Ça doit être un discours de la méthode. Ça doit être aussi un discours de la méthode, parce que précisément, on va devoir tirer les conséquences de la situation à l'Assemblée. Et justement, je crois qu'il ne faut pas qu'on cède, nous les députés, les parlementaires, mais aussi les observateurs, à la théâtralisation de la vie politique. On sait que le Parlement en est friand, ça va être encore plus le cas vu la situation actuelle. Mais je crois que justement, il faut s'attacher au fond des sujets, et c'est ça qui, à mon avis, mercredi, sera le plus déterminant. Parce qu'en fait, soit il y aura une demande de vote de confiance, et la confiance ne peut passer qu'avec l'abstention du RN, ce qui peut être gênant, soit il y aura, s'il n'y a pas de vote de confiance, une motion de censure déposée par la France Insoumise, qui sera rejetée, bien sûr. Ça peut être intéressant. Vous voyez bien que dans les deux cas, le plus intéressant, c'est quand même de savoir comment on va pouvoir avancer sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, sur la sécurité, sur l'éducation, sur ces grands sujets prioritaires. Et je crois vraiment que c'est ça l'essentiel de mercredi. À nouveau, ne cédons pas au goût du théâtre qui peut animer les personnalités politiques les uns et les autres. Mais je crois que ce serait vraiment une erreur dans la période. Justement, il faut qu'on puisse dépasser les postures, les jeux de rôle, les partitions un peu usées, pour pouvoir travailler sur le fond et forger ces compromis autour de projets et de textes. Sur le pouvoir d'achat, la droite, les Républicains ont formulé leurs exigences, leurs conditions. Est-ce qu'il faut les écouter ? Il y a notamment une mesure pour maintenir à 1,50 € le litre d'essence. Ça parle aux Français.
Bien sûr, il faut écouter. Il faudra écouter les propositions des différentes oppositions, celles des Républicains, celles peut-être qui viendront des bancs de la gauche. Il faut pour autant que ces propositions, et c'est le travail qui sera mené dans les prochaines semaines, soient crédibles et soutenables. Il ne faut pas qu'on se mette tous d'accord entre nous pour dépenser énormément d'argent public au détriment de la dette, de la bonne tenue des comptes et donc aussi de l'avenir du pays, de notre économie et de nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce dialogue technique, précis, chiffré, mais effectivement, c'est le début de ce dialogue qui est en train de se nouer. L'autre actualité législative d'urgence, ça va être la lutte contre l'épidémie de Covid, qui connaît une nouvelle vague. Est-ce que vous êtes prêts, vous députés, à voter le retour du pass sanitaire, le masque obligatoire, voire l'obligation vaccinale ? Je crois qu'on n'en est pas là. La question va être posée aussi au vu de la situation épidémique, sanitaire. Je crois qu'aujourd'hui, elle ne le justifie pas encore. Peut-être que ce sera différent dans les prochaines semaines. Il faut attendre de voir, il faut raison garder. Dans tous les cas, effectivement, ce texte sera nécessaire pour prolonger certaines dispositions. Autre texte, la loi de finances rectificative, parce que le budget doit être amendé, les chiffres de croissance ne sont plus au rendez-vous. La cote d'alerte est atteinte sur les finances publiques, a dit Bruno Le Maire. Allez-vous vous préparer à voter une loi de finances d'austérité ? Ce n'est pas une loi de finances d'austérité, pour autant ça devrait être une loi de finances responsable. Et je crois qu'on est dans cette période un peu d'entre-deux, on n'est plus dans le plus fort de la crise sanitaire, où effectivement au moment où l'ensemble de l'économie, ou en tout cas une grande partie d'entre elles, fermait, il fallait que l'État soit là pour pouvoir accompagner, éviter d'ailleurs aussi l'effondrement du pouvoir d'achat, de la consommation, l'explosion de la pauvreté. On n'est pas non plus dans une période faste économiquement, on voit le retour de l'inflation, les tensions sur le recrutement, et donc il faut qu'on ait un budget qui à la fois permette d'accompagner les ménages et les entreprises, et qui soient en même temps responsables. Je crois que c'est cet équilibre-là dans lequel on se trouve. Donc pas de hausse d'impôts, donc des économies sur les dépenses de l'État. C'est essentiel, c'était la ligne qui a été rappelée par Bruno Le Maire et Gabriel Attal la semaine dernière. Pas de hausse d'impôts, pas de hausse de la dette, donc effectivement des économies pour pouvoir financer les baisses d'impôts nécessaires et les mesures d'accompagnement. Cette loi de finances rectificative, ça va être le premier test pour votre commission, la commission des finances. Est-ce qu'elle peut fonctionner avec un président La France Insoumise, Éric Coquerel, qui a dit d'emblée que lui, son combat, c'était contre le néolibéralisme ? Écoutez, on verra bien. La balle est, je dirais, dans le camp d'Éric Coquerel. La commission des finances a toujours fonctionné depuis plus d'une dizaine d'années avec un président issu de l'opposition. C'était le cas sous François Hollande avec un président de la commission des finances issu de la droite. C'était le cas sous Emmanuel Macron de la même manière. C'était le cas sous Nicolas Sarkozy avec un président de la commission des finances issu de la gauche. Et donc il revient à Éric Coquerel de montrer que, quoique venant de la France insoumise, il sait jouer le rôle des institutions et donc permettre à l'Assemblée nationale de fonctionner. Vous êtes député depuis 2 semaines maintenant. À quoi va ressembler votre vie ? Ça sera un pugilat permanent dans l'hémicycle ? Écoutez, j'espère pas que ce soit un pugilat permanent. Je crois en revanche, vous avez raison de le dire, qu'il va falloir inventer une nouvelle manière d'être parlementaire. Bien sûr, il faudra défendre des amendements, relayer les difficultés de nos circonscriptions, alerter le gouvernement quand cela est nécessaire, mais plus encore que d'ordinaire, il va falloir aussi être capable de nouer le dialogue avec des forces politiques qui ne font pas partie de la majorité, avec en premier lieu les députés issus de la droite et de la gauche modérée, pour faire avancer les choses. Et ça, c'est une grammaire nouvelle, c'est une façon nouvelle d'être député, en tout cas sous la Ve République, qu'il va nous falloir inventer. Et est-ce qu'il ne va pas falloir aussi inventer une grammaire nouvelle au sein de la majorité, entre Renaissance, Horizon, Modem? On voit qu'il y a évidemment des enjeux de répartition des pouvoirs, et puis il y a l'horizon 2027 qui commence déjà. Bien sûr qu'il va falloir inventer cette façon de fonctionner ensemble, mais l'exemple des élections législatives, on nous prédisait d'ailleurs que ça allait être très compliqué entre nous, a démontré qu'on était capable d'avancer, de faire bannière commune, d'avoir un programme commun. C'était le cas pour les élections législatives, c'était pas le cas par exemple, on l'a vu, de la NUPES, ou sur des sujets essentiels, je pense au nucléaire, je pense à l'Europe, je pense à l'OTAN, ils étaient en désaccord entre eux-mêmes au moment des élections. Nous avons un programme très cohérent, commun, une seule bannière, un seul candidat dans chaque circonscription, et c'est cet état d'esprit qui doit continuer à nous animer dans les années qui viennent. Donc pas une voix ne manquera dans cette majorité relative? Non, pas une voix ne manquera dans la majorité, on va y travailler, on va continuer à le faire, on va entendre les sensibilités de chacun, mais plus que les voix de la majorité, il faudra aussi aller chercher des voix de personnes qui ne sont pas dans la majorité en forgeant les compromis. C'est ça qui est évidemment très difficile, mais c'est ça aussi qui va rendre la tâche de parlementaire très importante et donc
vous parliez du pugilat, ne pas céder à cette tentation des petites phrases ou des grands discours pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, combien êtes-vous aujourd'hui dans la majorité? Il y a une querelle de chiffres. Certains disent c'est 244, 245. D'autres disent non, ça va s'agrandir. D'autres vont rejoindre le groupe. Est-ce que vous avez une idée de votre effectif précis à Ensemble? L'effectif actuel, c'est celui que vous donnez, de 245 parlementaires. On verra dans les semaines qui viennent si ce chiffre évolue. Moi, je m'en réjouirais. Ça sera du texte par texte, de toute façon, qu'on verra les contours de cette majorité bouger. Exactement, mais surtout, vous savez, ça fait 2 semaines que les élections législatives ont eu lieu. En Allemagne, quand on fait une coalition, quand on la forge, et pourtant ils en ont l'habitude, puisque ça arrive très régulièrement, ça leur prend généralement entre 2 et 3 mois. Et donc je trouve normal qu'en 2 semaines, l'ensemble des parlementaires, des familles politiques, n'ait pas fait cette mutation culturelle très importante qui est devant nous. C'est un processus qui prend du temps, mais je veux croire qu'on y arrivera. Vous aviez théorisé le macronisme dans un livre écrit avec Ismaël Emelien. Aujourd'hui, reconnaissez-vous que le macronisme est à réinventer? Il y a beaucoup de choses à réinventer, mais il y a des permanences qui restent importantes. Et je crois justement que dans la période qu'on traverse, ce qui compte, c'est de savoir l'essentiel, ce sur quoi il ne faut pas céder dans les mois et les années qui viennent. Et je crois qu'il y a évidemment des urgences auxquelles il va falloir répondre et donc trouver une majorité. On parlait du pouvoir d'achat, on pourrait aussi parler de la sécurité. Et puis je crois qu'il y a aussi des thèmes sur lesquels le temps perdu aujourd'hui ne se rattraperait plus ensuite. Je pense à l'écologie. On sait que si aujourd'hui on ne relance pas à la fois le nucléaire et les renouvelables, on ratera ce rendez-vous historique de la sortie du pétrole, du charbon, du gaz. C'est le cas sur la laïcité. On sait qu'on a affaire à des séparatismes, à des ennemis radicaux de la République qui nous mènent une bataille quotidienne dans nos quartiers, dans nos villes, et que si aujourd'hui on ne continue pas à défendre la République pied à pied, eh bien ce terrain perdu sera très difficile à reconquérir. Et c'est le cas sur l'économie. On sait qu'on a affaire avec la Chine, les États-Unis, à des puissance qui s'empare pleinement de l'intelligence artificielle, du quantique, de l'hydrogène, de toutes ces révolutions technologiques, et que chaque jour, chaque semaine que l'on perd dans ces terrains-là sont peut-être perdus de façon définitive. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous contenter de nous satisfaire de querelles politiciennes en espérant, comme certains, solder tout cela aux prochaines élections. Si on perd le temps nécessaire aujourd'hui, il y a des irréversibilités, des choses que l'on ne saura plus faire dans les 5 ans qui viennent. La France insoumise est secouée par l'affaire Coquerel, accusation de harcèlement sexuel, dénégation de Coquerel. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce climat du week-end? Vous savez, moi je suis d'une opposition radicale aux idées défendues par Éric Coquerel, que ce soit sur l'économie, sur la laïcité, sur l'Europe et autres. Pour autant, vous ne m'entendrez jamais aller sur ce terrain-là. Face à des accusations, je ne suis pas député, je suis député justement, mais je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas procureur. Et c'est à la justice de se prononcer, d'établir et de qualifier les faits, peut-être, surtout d'ailleurs, quand il s'agit d'un adversaire politique. Et c'est pour cela que je m'en tiendrai là. Et quel que soit le camp politique, est-ce qu'on ne devrait pas rétablir cette règle ancienne, mais qui était très saine? Un haut responsable ne doit démissionner que quand il est mis en examen, ni sur les rumeurs, ni sur les plaintes, uniquement quand il est mis en examen. Moi, je crois profondément à cela, et c'est d'ailleurs, vous m'aviez interrogé la dernière fois que j'étais venu sur l'affaire dite Abad. Damien Abad, qui appartient à mon camp, à ma famille politique, qui est membre du gouvernement. Je vous avais fait cette réponse-là, et vous voyez, quand la question se pose pour Éric Coquerel, qui est à l'opposé de mes idées et de mes valeurs, je vous fais exactement la même réponse, parce que je crois que précisément, c'est une règle et un principe très important. David Amiel, merci, bonne journée. Merci, très bonne journée à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Violette Spilbou, députée Renaissance du Nord.